On avait pris la décision de ne pas les réunir début janvier pour parler des perspectives 2025, mais de regarder un peu ce qui se passait. Et on a bien choisi la date, notamment parce qu'il se passe beaucoup de choses d'un point de vue géopolitique. Comment orienter ces investissements à l'heure de Trump? Aujourd'hui, pour répondre à nos questions, fidèle au poste en plateau, le directeur général délégué d'Ophi Invest AM, Éric Bertrand, et avec lui, le responsable de l'équipe Cross Asset de Carmignac Gestion, Frédéric Leroux. Merci à tous les deux d'être avec nous. Si vous le voulez bien, on va, ça c'est mon côté fils de prof, donner des notes. Aujourd'hui, on va donner beaucoup de notes. On va commencer par Trump, puisqu'il est, je dirais, un acteur omniprésent de l'actualité actuellement. Éric Bertrand, si je vous demandais de noter le premier mois et des poussières de Donald Trump, vous lui mettriez quelle note? Je vais mettre 2 notes. Je vais me mettre du point de vue de l'Américain qui a élu quelqu'un et uniquement d'un point de vue domestique où je vais laisser de côté la forme. D'accord, donc la note pour la note artistique, je laisserai chacun la mettre. Il a annoncé une couleur pendant sa campagne, il déroule sa couleur, il est conforme aux attentes, avec un propos dont on reparlera sûrement, qui n'est pas toujours discernable, mais il est dans sa ligne de nage. Il a été élu pour ça, et il déroule ce qu'il a annoncé avec... Donc sur 20, si on met une note sur 20, grosso modo, sur la partie domestique? Sur la partie domestique, je mettrais au-dessus de la moyenne, un 13-14 sur 20, parce que on sent bien que, bon, je ne veux pas anticiper sur les questions d'après, mais il va se faire rattraper par ses propres annonces dans ce qu'il souhaite faire. Vu de l'extérieur et au global, et surtout si on rallonge l'horizon de temps, là c'est une assez mauvaise note. Je pense que on peut pas balayer 70 ans d'histoire d'ordre mondial et de fonctionnement à l'emporte-pièce de cette façon-là, en essayant pas en donnant l'impression de ne pas du tout tenir en compte des répercussions que ça peut avoir. D'accord, donc là, mauvaise note. Peuvent revenir sur lui-même et sur son consommateur américain à la fin. Donc là, c'est plutôt 5 sur 20. Frédéric, est-ce que vous aussi, vous avez 2 notes selon le prisme choisi? Je vais en mettre qu'une. Je vais mettre 21. 21 sur 20, parce que ce que je trouve le plus important, c'est cette manifestation extrêmement puissante du retour de la volonté en politique et de ce à quoi ça peut conduire en matière d'efficacité. Et pour l'instant, l'efficacité, je la vois finalement sur le reste du monde. Regardez, en 2 jours après l'humiliation de Zelensky, l'Europe qui arrive enfin à se rassembler pour essayer d'exister dans la négociation de paix Russie-Ukraine. D'autre part, les Allemands qui évoquent à demi-mot un programme de 20% de leur PIB sur les années qui viennent pour leur budget de défense et leur budget d'infrastructure. Ça vient pas tout seul. Ils sont forcés à ça par Trump. Et donc, partant de là, je trouve qu'il y a un changement gigantesque qui est en train de se passer. Et rien que pour ça, j'ai envie de mettre 21 sur 20 parce que je vois les effets favorables d'abord. Éric, je reviens sur ce que vous avez dit. Il va être rattrapé tout à l'heure parce qu'il fait d'un point de vue domestique. Ça veut dire quoi dans votre esprit? Il y a une cohérence globale, au-delà, je répète, de la forme. Quand même, on sent bien que Trump veut... il fonctionne en deal, il fonctionne en égo, il fonctionne en approche globale. Il veut rééquilibrer les échanges des États-Unis avec le reste du monde, de façon assez globale, et avec ça, toutes les cartes qui sont à sa disposition, il les mélange. Maintenant, on sent bien qu'à terme, et si on lit ce qu'écrit Scott Bessent ou Riemann, le nouveau patron des conseillers économiques de la Maison-Blanche, il y a un propos dans ce rééquilibrage de faire baisser le dollar pour retrouver des exports, relocaliser et, in fine, refaire bosser l'américain moyen. Maintenant, les différentes mesures prises à l'emporte-pièce et assez rapidement et sans trop de négociations peuvent aboutir à l'effet inverse. On sent bien que là, le consommateur américain qu'il a quand même élu sur le front de la lutte contre l'inflation contre Biden, qui était sous l'ère Biden, à tort ou à raison, peu importe, est en train de très sévèrement s'inquiéter en anticipation d'inflation de ce qui va lui arriver. Fait comme cela, avec un risque d'un décrochage de la croissance américaine, on commence à avoir quelques signes, et des anticipations d'inflation qui, avec les droits de douane, inquiètent, paralysent. Et donc, il peut se louper dans ce qu'il souhaite faire. Et ça,
c'est assez inquiétant parce qu'on se demande comment est-ce qu'il essaiera de rattraper son propre coup. Faut pas oublier que le deuxième vice-président, c'est le S&P, ce qui est une forme de filet de sécurité, mais qui va assez vite le rattraper, ainsi que sa cote de popularité, si jamais l'inflation, comme c'est à prévoir, dérape. Est-ce qu'il nous ferait rentrer, pas de croissance ou croissance en baisse avec un peu d'inflation, dans une forme de stagflation qui sera un nouveau challenge pour Powell? Frédéric, une réaction sur le deuxième vice-président, c'est pas J.D. Vance, c'est le S&P. Non, est-ce que justement on se raccroche souvent à cette idée de dire que les politiques américains sont très sensibles, notamment par l'effet richesse, au niveau des marchés actions? C'est vrai qu'ils l'ont toujours été, ils le sont, et on le comprend parce qu'effectivement l'Américain moyen, surtout celui qui est un petit peu au-dessus de la moyenne, a beaucoup d'actions, beaucoup d'actifs financiers, et donc l'effet richesse a un impact très fort sur la croissance. Cela dit, la première question, vice-président, pour moi, sous Trump 2.0, c'est vraiment J.D. Vance. Et on en parlera peut-être plus longtemps que ce qu'on pense. Deuxième vice-président. Premier vice-président. J'ai compris deuxième président. Non, deuxième vice-président. D'accord. Alors on est d'accord. J.D. Vance, je pense, a vraiment aura un impact assez fort, et on le voit déjà. Et il a commencé avant même d'être en fonction. Sur les États-Unis, je suis pas certain qu'in fine, dans ce mandat-ci, le S&P soit pour Trump un facteur majeur. Je crois vraiment qu'il est là pour le peuple américain. Et donc, ce que disait Eric est tout à fait vrai. Trump ne veut pas que le peuple américain continue de payer pour tous les autres à travers un déficit commercial considérable, des soutiens, des aides apportées à tout le monde. Je crois que ce qui importe le plus à Trump, c'est le plein emploi. Et que c'est par ça qu'il se fera réélire. Et que assez rapidement... Vous êtes déjà à la réélection. On est déjà dans la préparation des élections de mi-mandat. Et donc, ça veut dire, là, je pense qu'on a la première salve, qui est plutôt internationale, qui dit, écoutez, les gars, arrêtez, vous voyez qui est le patron, et faites ce qu'il faut. Et très, très vite après, je pense qu'il pourra s'occuper un petit peu plus du consommateur. Mais ça passe pas forcément par un S&P beaucoup plus haut. Ok, alors... On va rebondir sur ces idées. On reste sur, parce qu'on parle de géopolitique, mais on regarde les incidences évidemment économiques. Eric nous dit, moi j'ai une conviction, c'est que la position politique conduit à un dollar baissier. On est d'accord. Et je pense que c'est une vraie volonté. Là, on partage complètement cette idée, je crois. Une baisse du dollar qui peut être permise par une baisse des taux. Pour l'instant, là, parce qu'on a un ralentissement, le consommateur est un petit peu inquiet des agissements de son président, et donc ça le retranche un petit peu, il épargne, donc il consomme moins, et la consommation, on en connaît le poids dans la croissance américaine, donc on voit une croissance américaine qui baisse, des taux qui baissent, et dans le même temps, tout ce que Trump essaye de faire pour faire baisser les cours du pétrole vont aussi dans le même sens. Baisse des taux, baisse de l'inflation, baisse des taux, baisse du dollar, in fine. C'est un petit peu l'idée de Trump. Et comme Eric, je pense qu'il aura du mal à aller jusqu'au bout de son idée. Ok, allez. C'est le quatrième 3% j'aime bien le dire, de Scott Bessent. Scott Bessent avait dit 3% de croissance, 3% de déficit, 3 millions de barils jour. Je pense que le 3% de taux d'intérêt est dans le lot. On sait que dans l'esprit de Trump, il a plus tendance à regarder du côté du Pacifique que du côté de l'Atlantique. On va malgré tout traverser l'Atlantique pour venir chez nous. Là, à nouveau, je vais vous demander une note. Comment vous jugez les premiers pas de la nouvelle Commission européenne? Frédéric Leroux. Alors, je ne savais pas qu'elle était nouvelle, d'ailleurs, mais en fait, je trouve qu'elle est, ne serait-ce que parce que sa présidente n'a pas changé, malgré quand même des grands mouvements dans le vote européen, dans beaucoup de pays, on n'a pas vu trop de changements. Est-ce que c'est ça qui est important? Pour moi, ce qui est important, c'est une gouvernance tellement faible par rapport à ce qu'on voit de l'autre côté de l'Atlantique, que là, s'il fallait mettre une note, est-ce que vous nous demandez, je mets 0. Et en fait, si maintenant on peut mettre un petit peu de crédit à l'Europe, eh bien, on comprend tout de suite que c'est grâce à Trump qu'on a de la réaction qui commence à arriver. 2 jours après l'humiliation de Zelensky, puisque c'en était une, on voit l'Europe commencer à se rassembler de nouveau. On voit l'Allemagne, pas décider, mais en tout cas discuter de programmes d'infrastructures et d'armement considérables, alors qu'on sait que c'est un pays qui évolue très très lentement sur le plan de la gouvernance politique. Donc 0
pour l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'il y avait 21 pour Trump, parce qu'on peut en donner un peut-être pour l'Europe après. Mais non, je pense que là on se rend compte effectivement qu'on n'est pas taillé pour la compétition qui se présente aujourd'hui, d'une part venant des États-Unis, d'autre part de la Chine. Éric, votre sentiment sur la Commission européenne? L'un des premiers textes qui a été présenté, ça a été Omnibus. Simplification sur des sujets de finances durables. Vous jugez l'Europe comment? Alors, la Commission, je mettrais à nouveau plutôt une bonne note. La gouvernance, une note déplorable. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est l'échelle de temps. On a, et je rajouterai un propos sur ce qui réveille l'Europe, on a Poutine qui a réveillé la partie Est de l'Europe il y a 2-3 ans. Maintenant, Poutine va réveiller la partie Ouest. On va peut-être enfin réussir à sortir de l'ornière, mais que ce soit en Allemagne, sur les nouveaux budgets qui sont prévus, que ce soit au niveau européen, pour peut-être mettre dans une case autre que les déficits, les dépenses d'armement, le problème, c'est l'échelle de temps. Et quand on se met à 27, Kissinger disait l'Europe qui est le numéro de téléphone. Voilà, on va encore s'asseoir, on va discuter, il y aura Orban, il y aura Fico. Tout va prendre du temps et l'allure à laquelle les choses se déplacent, à mon avis, sont en complet décalage avec notre réaction. Donc il y a un sujet de gouvernance qui se pose, qui fait que même si les sujets sont plutôt saisis, la loi Omnibus et tout ce qui est plutôt en préparation va vraiment dans le bon sens. C'est qu'on va en parler ensuite entre commissaires pendant 12 à 18 mois, puis ensuite il y aura la traduction dans les réglementations nationaux, ça va reprendre 6 mois. On est fin 26. Je sais pas si vous avez eu le premier mois de Trump. Je suis pas sûr qu'on soit dans la bonne échelle de temps. L'échelle de temps, le facteur d'accélération, à mon avis, c'est vraiment ce décalage qui va s'opérer, qu'il faut suivre de très très près dans les mois qui viennent. Ok. J'entends que la note est plutôt bonne pour la Commission, mauvaise pour la gouvernance. J'entends que la note est mauvaise. Et pourtant, on l'a vu tout à l'heure dans le point marché, lorsque l'on regarde la situation des marchés actions depuis le début de l'année, l'Europe est étincelante. Frédéric Leroux, est-ce que l'Europe est partie trop vite? En fait, elle est partie très tard. Quand on compare ses performances par rapport aux performances américaines au cours des années passées, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le marché américain monter, augmenter sa valorisation avec un Nasdaq qui montait à 28 fois les bénéfices, un S&P au moins 23, alors que nous, on se traînait à 12, 13, 14 selon la façon de calculer. C'est ça, en fait, que le marché prend en compte, de la même chose qu'il le fait avec la Chine. On part d'un positionnement extrêmement favorable à l'endroit du marché américain, donc avec des valos très élevés et un dollar fort parce que les capitaux étrangers allaient s'investir sur le marché américain. Pour ça, il faut acheter des dollars. Et puis, tout à coup, on se rend compte quand même que le positionnement est très faible en Europe, en Chine, que les valorisations 8 ou 9 fois sur le marché chinois sont extrêmement basses et le positionnement bouge un peu. Quoi qu'il se passe sur le plan politique. Et donc, aujourd'hui, en Europe, c'est exactement ce à quoi on assiste, comme en Chine. Alors, en Chine, il y a eu en plus le facteur DeepSeek, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais qui réveille un peu, qui a été le catalyseur, sortir de la trappe, de la value trap, pour le marché chinois. Voilà. Donc, un positionnement très faible, des valorisations hyper basses, et donc un rattrapage. Pour l'instant, on est là. On en parle de DeepSeek. Justement, ça a considérablement chatouillé les valorisations des Américaines, notamment de Nvidia. On se rappelle, c'était fin janvier, où il y a eu une forte baisse dans la journée. On a un peu le sentiment que le marché américain, on l'a souvent dit sur ce plateau, était tiré par les 7 magnifiques, et que l'armée derrière, a priori, il n'y a pas grand monde. C'est le sentiment que vous partagez aujourd'hui, Éric? Non, on est dans une... Moi, DeepSeek, alors, ça arrive comme ça dans une nouvelle, mais ça faisait longtemps que c'était connu. Enfin, ils sortent pas de nulle part, DeepSeek. Et notamment des majors américaines. On est dans une phase de maturation d'une innovation. Les Américains innovent, ils vont très vite, ça coûte très cher, tout le monde se jette dessus, c'est bullesque. Derrière, les Chinois font une sorte de rétro-engineering, c'est-à-dire, ok, donc ça c'était très bien, quand on le désosse et on l'optimise, et alors en plus il faudra voir ce que peut faire exactement DeepSeek, mais à la fin de la journée, ça veut sans doute dire que Nvidia était sûrement surpayé comme étant l'unique fournisseur de puces de toujours la dernière génération. Est-ce que ça c'est important, mais est-ce que ça va diminuer les investissements dans l'IA absolument colossaux? J'y crois pas du tout. Simplement, les gens en achèteront plus et ça ira plus vite. Mais jamais on a vu
une baisse du prix d'une innovation, son arrivée à maturité, diminuer les investissements. Quand le chemin de fer, le métier à tisser ou l'électricité ont commencé à coûter moins cher, on s'est pas mis à moins consommer ou moins transporter. Non, on a fait plus. Pour les mêmes montants. Donc les investissements, pour nous, devraient rester. En revanche, effectivement, il y a des survalos qu'évoquait Frédéric, qui étaient peut-être un peu légères. Peut-être, je rajouterais quand même sur l'Europe, pardon, je reviens sur la question d'avant, parce que c'était vraiment pas cher. Moi, j'ajouterais deux choses. On a presque un gouvernement depuis 3 mois en France. On a un gouvernement en Allemagne, et ça, par contre, c'était beaucoup plus, et un peu plus ramassé, ça sera que 2 partis. On a quand même si ça marche pas très bien, des rumeurs de cessez-le-feu à minima qui pourraient arriver en Ukraine, sur des valos très décotés. Là où j'alerte, c'est que ça s'est fait que par des multiples, comme aux US d'ailleurs en part. Mais aux US, il y a quand même du résultat année sur année. Ok, là, donc quand 2024, on dit que ça s'est fait que du multiple, ça veut dire qu'il y a une vraie déception sur les résultats des entreprises. 24 est au niveau de 23 pour pouvoir poursuivre le mouvement, il faut que les entreprises gagnent plus d'argent que l'année dernière. Et donc pour faire du 25 maintenant et entrer le cran d'après, il faudra que les résultats délivrent. Éric, je reste avec vous pour bien connaître votre passé professionnel. Vous êtes un homme qui venait des taux. Je voudrais vous entendre sur la partie taux. Il y a un phénomène qui est un phénomène marqué, notamment chez nous en Europe, qui est que la Banque centrale a cessé de réinvestir et donc on est dans un environnement de réduction de la taille du bilan. Est-ce que ça, c'est une source de volatilité supplémentaire sur les marchés des taux ? Vous avez une longue carrière et donc vous avez vécu un certain nombre de situations. Comment vous jugez la situation actuelle ? Je trouve que c'est très sain que la Banque centrale se remette des marges de manœuvre possibles s'il fallait à nouveau réagir rapidement. Ce qui, avec ce qui se passe récemment dans les prochains trimestres, augmente en termes de probabilité. Un bilan de Banque centrale n'est pas fait pour acheter l'intégralité de la dette émise par ces États, donc la rendre est une bonne chose. Maintenant, il y a tout le temps cette histoire dans ce fameux portfolio Balancing Channel, pour citer en bon français Monsieur Draghi. Est-ce que c'est le stock ou le flux qui va faire le niveau de taux ou les variations en tout cas? Moi, je pense assez raisonnablement qu'on a eu une prime, une décote sur les taux induite par ces flux d'achat dans le bilan. Là, on la retrouve un peu, on retrouve un peu de quantification. Il y a encore énormément d'appétit pour la dette, même la dette française. Pourtant, on s'emploie à essayer quand même de la dilater à minima. Oui, ça va remettre un peu de prime de termes de taux longs, mais on n'est pas encore sur des mouvements suffisamment significatifs et je le vois plus comme une banque centrale qui pourra redégainer le moment venu si besoin. Votre sentiment, Frédéric, sur les taux et sur la banque centrale? Laquelle? La nôtre, pour l'instant. Elle a eu la partie facile, j'ai envie de dire, en 2024. Bon, globalement, des inflations persistantes, ça aide un petit peu le banquier central. C'est ce à quoi il est habitué jusqu'à 2021. Le banquier central, dans ce contexte-là, est le roi du monde. Et c'est vrai qu'il a toute la latitude pour gérer son futur proche. Et Éric a tout à fait raison. On peut reprendre un petit peu de ce qui a été donné. Il faut absolument en profiter. Parce qu'à un moment ou un autre, on aura probablement besoin de marge de manœuvre supplémentaire par rapport à la situation actuelle qui est relativement simple. On redonne des notes aux banquiers centraux. Quelle note vous donnez à la BCE sur son action en 2024 ? Alors, je dis que c'est une année qu'on ne peut pas noter parce qu'elle était trop facile. Elle est trop facile. Il y a de la désinflation qui a démarré en octobre 22, qui continue comme ça quasiment tous les mois. D'accord, donc pas de note pour la BCE. Éric. Pas de note parce que c'est trop facile. Je suis d'accord, c'est facile 24. Moi, je vais faire l'ensemble de l'œuvre depuis 2 ans. Je mets 18 sur 20. On a quand même fait comme BCE, ils ont géré une inflation à 2 chiffres et une décélération. Ils ont monté les taux, puis sont en phase de rebaisser les taux. On va peut-être y revenir. Sans qu'il y ait de récession majeure. Moi, je me souviens des Cassandres. Ah là, ils montent aussi vite les taux, ça va être l'effondrement. Non, ça a vraiment été très bien géré, cette façon de, cette crise inflationniste. Je vais être provoque sur le propos. C'est bien géré parce qu'il n'y a pas de récession. Est-ce que finalement, on n'est quand même pas dans un environnement où on cherche à éviter coûte que coûte la récession, alors que la récession, ça fait quand même partie des éléments je dirais, de purge dans un environnement économique normal. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet dans le concept d'analyse qui consiste à dire est-ce qu'on pilotait une économie avec pour boussole de se dire
jamais de récession. On invente même un truc génial. C'est-à-dire que quand on a une récession, on rappelle, c'est deux trimestres de PIB négatif. Donc, on a même rajouté le mot technique. C'est une récession technique. Mais de toute manière, c'est technique une récession, puisque c'est la définition. C'est 2 trimestres de PIB truc. Il y a 2 réponses à faire, même 3, parce que finalement, la récession technique en Allemagne est déjà là. Bon. Récession technique, ça fait peur à personne. Par contre, une vraie récession avec le stock de dette qu'on a, ça fait peur à tout le monde. Donc je pense que c'est un petit peu ça qui conduit les banques centrales à avoir finalement comme risque principal celui d'une récession forte avec les effets déflationnistes que pourrait amener ce stock de dette. Et ça, c'était déjà le cas il y a quelques années. Et le deuxième facteur, ou troisième, il est plutôt d'ordre sociologique. Aujourd'hui, personne n'a envie de souffrir. On veut pas se serrer la ceinture, on ne voit pas l'utilité d'une récession, contrairement à la fin des années 70, où après 15 ans d'inflation, le peuple était prêt à souffrir, à se serrer la ceinture pour se séparer définitivement de l'inflation. Ce qu'on a eu avec des taux qui sont montés à 20, malgré l'inflation qui descendait à 10 en 1980-81. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que dès qu'elle le pourra, l'inflation retrouvera un petit vent dans le dos dont elle profitera. Alors, on va en parler dans les positions des banques centrales. Quelle trajectoire pour la Fed et pour la BCE en 2025 ? Eric, vous leur avez donné une bonne note. Qu'est-ce que vous attendez d'elle en 2025 ? Elles vont dérouler tant que l'onde de choc des mesures trumpiennes ne va pas les freiner dans leur action. Nous, ce qu'on attend, c'est une BCE qui va aller se poser du côté de 2%, plus ou moins 0,25 à peu près, qui devrait continuer, alors qu'à un cas, avec une inflation qui reflue à peu près, qui sera plus élevée, évoqué ici, je crois il y a plus d'un an ou un an et demi, un régime d'inflation qui sera plus élevé qu'auparavant, mais qui devrait lui permettre de revenir vers 2. Une Fed qu'on a un peu sous le pied, mais c'est vraiment compliqué la Fed. On imagine, là, il y a 3 baisses des taux dans la courbe, il y en avait presque 0 il y a 3 semaines, je crois, de tête. C'est ça, oui. On imagine autour de 2 baisses, parce qu'on a quand même un ralentissement de la croissance. Et pour revenir sur la disparition du cycle, qui est super importante, on a une opposition, à mon avis, structurelle, idéologique, entre d'un côté, la diminution des cycles permet de diminuer la volatilité, d'augmenter l'accumulation, l'effet richesse, et donc de la pyramide de Maslow emmenée jusqu'en haut par notre banquier central. Le problème, c'est que plus on pilote dans l'anticipation, plus on optimise, on crée des déséquilibres latents. Et la purge, elle est toujours utile. On l'a dans une récession quand elle est à peu près maîtrisée. Le problème, c'est que, à piloter au plus fin, on finit par laisser se créer des déséquilibres, notamment sur la dette, ce qui fait que quand ça corrige, c'est d'une violence de plus en plus exacerbée. Question, est-ce que la Fed risque pas d'être coincée entre son mandat inflation et son mandat croissance ? Oui, mon général. oui. Frédéric Leroux, quelle position pour les banques centrales ? Et je reviens sur un sujet qui vous est cher, le sujet de l'inflation américaine. Est-ce que les droits de douane, parce que les droits de douane, pour être très franc, on prépare cette émission, on se parle avant pour un peu discuter des idées des uns et des autres. L'autre jour, on était en train de dire droits de douane, bon, c'est de la politique de négo. Hier, on a eu une des annonces pour dire que finalement, le Mexique, on avait mis des droits de douane, on était revenu en arrière parce qu'on avait bien négocié. Puis là, hier, on revient sur le Mexique, le Canada, la Chine, tout d'un coup. Hier, Donald Trump était en forme. Comment vous voyez les banques centrales et est-ce que la Fed va avoir un problème d'inflation ? Je continue de le penser. Donc, effectivement, en 2025, je pense qu'on pourra mettre des notes qui auront un sens, plutôt que 2024. En fait, ce que je crois qui est fait systématiquement à l'égard de l'inflation, c'est une erreur de perspective. Rappelons-nous de Powell en 2021, c'est transitoire, vous en faites pas, rupture des chaînes de production, ça va se remettre en place très vite. Bon, il y avait tort. Souvenons-nous de Greenspan dans les années 90, Conundrum, comment se fait-il que l'inflation soit si basse et que les taux soient si bas ? Et donc, à chaque fois, et dans les deux cas, les banquiers centraux regardent le cycle économique, le business cycle, ce qu'ils analysent avec leurs centaines d'économistes dans les banques centrales, mais ils regardent pas les tendances structurelles, de fond, démographiques, sociologiques, géopolitiques, qui, elles, font la grosse vague de l'inflation. Et donc, à chaque fois, on regarde trop près et pas assez donc, vous êtes en train de nous dire, pendant que le sage montre la Lune, oui, la Banque centrale regarde le doigt. Et on voit très bien la géopolitique qui se tend de tous les côtés, qui, elle, est toujours inflationniste parce qu'elle réduit le commerce et donc elle augmente les prix. Elle réduit les délocalisations, donc elle tue l'effet Ricardo de spécialisation géographique. On voit une sociologie
qui n'a pas envie de souffrir. Donc on a tous ces facteurs structurels qui vont favoriser l'inflation. Donc moi, ce que je crains, c'est qu'on baisse les taux un petit peu trop. Notamment parce qu'à court terme, il y a une petite panne du consommateur qui permet qu'on anticipe 3 baisses de taux, il y en aura peut-être 4 ou 2, qu'en sais-je, et que ça sera trop. Parce que, à partir d'un certain moment, les forces structurelles qui ont fait une pause pendant 2 ans vont réapparaître. Et à ce moment-là, on aura été trop loin dans la baisse, on va mettre trop de temps avant de se rendre compte qu'il faut remonter les taux, comme en 2021. 25 minutes que nous sommes ensemble. On va donc, après avoir essayé de dépeindre un peu le monde et les enjeux à l'heure de Trump, on va passer maintenant aux travaux pratiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'allocation d'actifs? Éric Bertrand, je commence avec vous. On prend du risque, on est risque on est risque off. Sur quoi? On a démarré l'année risk on, sur le risque avec au global actions et du crédit. On avait plutôt une préférence US qu'Europe, donc ça c'est assez réussi. Aujourd'hui, on accompagne le mouvement en rentrant des protections. On ne vend pas, on accompagne, on met des options de protection. Je ne sais pas si le S&P fera plus 20, en tout cas, je pense que s'il fait moins 10, ça s'activera à la Maison Blanche, pour reprendre le point de tout à l'heure. Donc, on ne sort pas non plus du marché américain. On continue d'avoir du taux via du crédit ou via des govies, notamment en Europe. Alors, crédit plutôt qu'à yield? On était très à yield depuis 2 ans. Donc, on a rééquilibré investment grade et haut rendement pour embarquer un peu plus de taux souverains. Parce que si les choses tournent un peu vinaigre, on a quand même tout le temps, pour protéger un portefeuille, cette baisse des taux. Si jamais les choses se passent mal, on sent bien qu'il y a quand même 2-3 endroits où ça peut déraper et on aurait du flight to quality. D'accord, donc embarquer du taux. Ce que vous êtes en train de nous dire quand même, c'est que quand on réfléchit en allocation d'actifs, on réfléchit en construction de portefeuille. Aussi. On n'est pas en train de réfléchir, en train de chercher la somme des meilleures opportunités. Mais effectivement, s'il y a un pain, qu'est-ce qui peut éventuellement tenir la performance? Et pour ça, le souverain vous paraît être un élément de... Le souverain ou la partie taux embarquée dans le crédit de qualité versus le haut rendement qu'on continue d'aimer pour son portage, mais il y a moins de potentiel de resserrement. Mais on a une BCE qui va baisser ses taux quand même au global. Donc ça, pour les entreprises, c'est toujours plutôt bien. Frédéric, tout à l'heure, en mettant un 21 à Donald Trump et un 0 à l'Europe, je vous ai senti contrariant. 21 à Donald Trump pour l'ensemble de son impact. C'est presque un 21 pour l'Europe grâce à Trump. Voilà. Oui, non mais make the world great again, en fait, ce qu'il est en train de faire en éveillant l'Europe. C'est méga. Alors, là-dessus, Éric, il est dans sa ligne et c'est bien parce que la logique d'allocation d'actifs qu'il nous dit en disant mais je pense que ça réagira si jamais le S&P baisse, donc on n'en sort pas spécialement, etc. Vous, je vous ai aujourd'hui entendu, j'aurais presque tendance à dire plus contrariant que d'habitude. Est-ce que ça, en termes d'allocation d'actifs, ça impose des choix non négligeables? Avec par exemple, on prend un truc tout bête. Tout le monde dit, les États-Unis, c'est le marché, ça doit peser 70% du MSCI World aujourd'hui. Est-ce qu'il faut lever le pied sur les États-Unis? Donc c'est la question. Il y a trois gros facteurs d'incertitude moyen terme. Il y a Trump. Bon. L'implémentation elle-même crée de la volatilité. La finalité aussi, parce qu'on n'est pas certain de sa politique. Le deuxième aspect, c'est DeepSeek a quand même été un wake-up call en disant finalement l'IA c'est peut-être pas exclusivement une question américaine. Et donc est-ce que il faut valoriser l'IA là-bas et zéro ailleurs? Apparemment le marché change de perception. À tort ou à raison. Techniquement j'ai pas de réponse, je sais pas, je veux pas prendre la place des spécialistes. Mais il y a un changement de perception, donc pour un homme de marché c'est important. Et le troisième facteur, ça c'est le mien, c'est l'inflation. Ne l'enterrons pas trop vite. Est-ce qu'elle est morte? Non. Et donc, ça fait 3 facteurs très importants à prendre en compte pour une allocation, une vision de marché à moyen terme. À court terme, complètement d'accord avec Éric, on réduit un petit peu la voilure, on prend un peu d'options, on réduit un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de niveaux, beaucoup d'incertitudes qui viennent de ces 3 facteurs. À plus long terme, je crois qu'on va pas seulement réduire le risque de nos portefeuilles en réduisant l'exposition aux actions ou à d'autres choses, on va aussi le faire en diversifiant des États-Unis vers d'autres choses. On a eu 15 ans de surperformance américaine comme jamais on a eu dans l'histoire du monde.
notamment basée sur la tech, parce que notamment on a pensé que l'histoire tech était que américaine, et on s'aperçoit que c'est pas tant le cas. Quand on regarde la Chine de près, on s'aperçoit qu'il y a une recherche, un enseignement d'une qualité extraordinaire, recherche et un enseignement très fort. DeepSeek, ça vient d'une université dont on connaissait même pas le nom. Donc ça réveille un petit peu des alternatives au marché américain. Et Trump aussi fait en sorte que l'Europe doive se bouger, elle va se bouger, elle a quand même plein de choses à faire valoir. Donc aujourd'hui, ça veut dire que sur la partie action, on lève le pied sur les États-Unis pour aller sur l'Europe et sur la Chine. Et il faut réfléchir en phase 2, j'ai envie de dire, à un redéploiement peut-être un peu différent, sachant quand même que les belles valeurs de croissance américaine resteront de toutes les façons une partie assez importante de l'allocation cœur. Et un point qui va vraiment dans le sens de Frédéric, c'est que depuis 3 ans, nous, la Chine, c'était la reprise en main idéologique, l'immobilier, la bouffe, les gamins qui jouent pas aux jeux vidéo le week-end, etc. Jack Ma qui disparaît dans un camp de rééducation pendant 3 mois, puis qui ressort pour faire des bonsaïs au Japon en oubliant son conglomérat. Jack Ma a été ressorti sous le chaperonnage du parti, en mode public. Et là, pour moi, il y a un tournant, et c'est à mon avis DeepSeek, je suis tout à fait d'accord, et pas étranger, c'est il y a une tech chinoise à capitaux privés. Parce que pour l'instant, ça se fait longtemps qu'on avait le trade, la tech chinoise tellement peu chère par rapport à la tech américaine. Et là, le fait que politiquement ils le ressortent, pour moi, c'est un vrai signal on a aussi de la tech qui... De réouverture. Juste une toute petite question pour boucler sur le début, même si on déborde un tout petit peu, donc je voudrais une réponse très rapide. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est Trump et la Chine. Or, on avait l'impression, avant l'élection, que c'était son obsession. On a l'impression qu'il est sur tous les fronts, sauf sur le sujet chinois, même s'il y a l'histoire des droits de douane. Bon, face à là, il y a l'histoire des droits de douane avec tout le monde. Donc, comment ça se fait que la Chine soit absente de l'approche trumpienne du moment? Elle l'est moins depuis ce matin, parce qu'on a, les droits de douane qui sont passés de 10 à 20 là, ce matin, en même temps qu'on passait à 25 au Canada et au Mexique. Moi, je pense qu'il faut rester dans la compréhension de Trump dans une perspective toujours de négociation. Pourquoi est-ce qu'il met la pression maximale sur l'Europe, d'ailleurs sans lui mettre de droits de douane pour l'instant, et qu'il donne l'impression d'être le bon camarade de Poutine et de Xi? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière la tête, j'imagine. En tout cas, je pense que l'idée de fond, c'est quand même de casser, si c'est possible, cet axe Pékin-Moscou, et ça apparaîtra d'une façon plus visible une fois qu'il aura fini le boulot sur d'autres sujets, j'imagine. Ok, dernière petite question. On se retrouvera au mois de septembre pour dresser le bilan du début de l'année, de l'été, et pour donner les perspectives pour le second semestre. Un coup de cœur pour le semestre d'ici septembre. Eric? Alors, on l'a vu, les actions, ça va pas être simple. Moi, je continue de bien aimer la dette, sans doute mes origines, et en particulier, compte tenu de la volatilité, la dette privée. La dette privée, il y a tout un segment qui n'a pas forcément autant payé que le haut rendement coté, et qui va quand même, on a été au cours de la BCE, qui ont passé de 4 à 2 en l'espace de 12-18 mois, c'est plutôt porteur pour des dettes qui rapportent encore du 7, 8, 9% à certains endroits. Donc moi, je me dis, pas trop de vol, du rendement, plus de visibilité, pour sortir un peu du portefeuille classique, c'est quelque chose qu'on aime bien. Une idée originale, Frédéric? Je suis complètement d'accord avec Eric, notamment pour ce qu'on a dit. Il n'y aura pas de récession forte, et c'est quand même l'ennemi principal du crédit. Et effectivement, le portage reste tout à fait attrayant. Donc, ça reste dans notre allocation globale un point important. Là, je vais plutôt parler d'un outil qui peut servir à bien équilibrer un portefeuille dans un moment un petit peu anxiogène. Et donc, je pense au yen. Donc, être acheteur de yen dans une allocation globale, c'est une bonne couverture contre plusieurs choses. D'abord contre l'inflation japonaise, je pense qu'elle s'installe vraiment. Donc, les taux vont monter plus que ce que le marché anticipe. Donc, le yen va monter. Et aussi parce que dans un moment de risk-off, le yen est une devise forte. Les Japonais rapatrient leur monnaie, ça fait monter le yen. Et si vous êtes acheteur de yen dans un moment où le marché vraiment prend peur, vous avez aussi la fin de ce qu'on appelle le yen carry trade,
j'ai vendu des milliards de yens pour acheter des actifs risqués, notamment émergents dans le monde. Le jour où le yen monte très fort, ça se casse, et donc là, vous avez une couverture contre ce risque. Donc c'est un excellent élément dans une construction de portefeuille international. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau donc pour un peu tirer les leçons de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique avec l'arrivée de Trump en termes d'allocation d'actifs et de choix d'investissement. Tout de suite, on va parler d'un sujet qui a accouché beaucoup plus difficilement que les décrets de Trump. C'est la loi de finances pour 2025. Solution Patrimoine avec Olivier Dagenac tout de suite.